Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes heureux de vous accueillir pour cette conférence sur un sujet qui aujourd'hui concerne beaucoup les transporteurs, mais également les collectivités locales et en particulier les agglomérations. Donc nous allons en parler pendant une heure avec Cécile Senatempo, donc, qui est l'élu en charge de la qualité de l'air à Grenoble Métropole. D'ailleurs, je crois qu'on dit Grenoble-Alpes Métropole. Voilà. Pour ceux qui ne sauraient pas que Grenoble, c'est dans les Alpes. Nous aurons également pour en parler deux transporteurs. Et je ne suis pas peu fier d'avoir un homme et une femme, deux dirigeants d'entreprises de transport, et pas n'importe lesquels, vous allez voir. Donc Mourad Abadi, merci Mourad d'être là, et puis Imen. Merci Imen d'être avec nous. Alors je ne dis pas ton nom parce que j'ai peur de l'écorcher à chaque fois. Voilà, c'est Méhéni, je crois, hein. C'est ça. Voilà, et puis Jean-Michel Philippe, donc, qui est le directeur général de la SEM CGIF Mobilité. Voilà, on va parler de tout ça. Bien, je suis très heureux de vous accueillir pour parler de ces sujets-là. Si vous avez des questions, je ne sais pas s'il y a des micros dans la salle. Bon, on verra tout à l'heure, on va se débrouiller. Vous levez la main, même pendant qu'on est en train de parler, ce n'est pas un problème. L'idée, c'est de faire une intervention extrêmement interactive. Et surtout, en fait, on n'a pas de présentation, on veut donner la parole aux échanges et aux questions. Parce que des questions sur les ZFE, il y en a quand même beaucoup. Et c'est un sujet aujourd'hui qui mobilise beaucoup les transporteurs et donne un avantage assez intéressant au gaz naturel véhicule. Voilà. Bien, je vais commencer par Cécile Senatempo. Cécile, alors pourriez-vous nous présenter en deux mots le Grenoble-Alpes Métropole? Oui, ça marche, oui. Bon, bonjour à toutes et à tous. Donc, Cécile Senatempo, je suis conseillère déléguée à Grenoble-Alpes Métropole en charge de la qualité de l'air. Donc, j'ai la lourde tâche de porter auprès des communes, des acteurs économiques et des habitants bientôt la fâcheuse, entre guillemets, question de la ZFE. Quelques mots et quelques chiffres sur Grenoble-Alpes Métropole. C'est une métropole qui est constituée de 49 communes, 450 000 habitants, 545 mètres carrés environ. Pour ceux qui ne connaissent pas Grenoble, on a une topologie un peu particulière, ce qu'on appelle la cuvette grenobloise, c'est qu'on a une bonne partie de la métropole qui est prise entre trois grands massifs, trois beaux massifs montagneux, mais qui nous donnent des contraintes, notamment en qualité de l'air, c'est-à-dire que les émissions de polluants ne se dissoudent pas. Donc on a, quand vous montez un petit peu en montagne, vous voyez bien la chape de pollution sur la ville de Grenoble. C'est pour ça qu'on est un petit peu pionnier en la matière. On a une ZFE, mais j'en parlerai plus tard, VUL, PL, qui est en place depuis 2019. On est en cours de réflexion pour l'étendre aux particuliers. Et voilà, on travaille beaucoup sur cette question de qualité de l'air. C'est notre compétence métropolitaine. On a la compétence de la protection de l'environnement. Donc, on a ce qu'on appelle un PCAEM dans notre jargon, c'est-à-dire un plan climat-air-énergie métropolitain, où on a les enjeux en termes de qualité de l'air et des objectifs à atteindre. Et je peux vous dire que ce n'est pas une mince affaire sur la qualité de l'air à Grenoble. Juste deux mots pour finir sur cette question de qualité de l'air. On est quand même en amélioration. On voit que nos polluants baissent, nos émissions de polluants baissent, sauf l'ozone malheureusement. Mais tout ce qui concerne les particules et les NOx, on est en baisse, bien qu'on a encore du boulot à faire parce qu'en fait, les NOx, on était en dessous des seuils réglementaires simplement en 2020. Et on sait tous, on a encore tous en mémoire, c'est très récent que l'année 2020 était une année particulière. Il y a eu très peu de trafic routier, donc on n'est pas certain que les chiffres de 2020 vont se pérenniser dans le temps. Et quant aux particules, on a une mesure très forte à la métropole de Grenoble qui s'appelle la prime air bois, qui aide les particuliers à changer leur chauffage au bois, puisque les particules sont dues au chauffage au bois non performant et un peu moins au trafic routier. Et du coup, nos polluants ont tendance à baisser, mais on est encore au-dessus des seuils de l'OMS. Or, on s'est fixé comme objectif d'être en dessous en 2030. Donc, on a encore une feuille de route assez ardue pour y arriver. Et la ZFE fait partie d'un des outils qui va nous permettre d'améliorer notre qualité de l'air. Donc, une lourde responsabilité pour Grenoble Métropole et une lourde responsabilité aussi pour l'élu en charge de la qualité de l'air. Exactement. Voilà, donc on va en parler. Merci d'être là, Cécile, de venir de Grenoble pour parler de ce sujet avec nous. Alors, je vais maintenant passer la parole, alors, honneur aux dames, Mourad, donc après. Je vais passer la parole à Imen. Voilà. On a deux dames avec nous, donc c'est autant en profiter et puis leur donner la parole rapidement. Donc, Imen, alors, FDE Transport.
Alors, FDE Transport, c'est une société sur l'île de Imen, France. il faut mettre un petit peu plus près. Comme Voilà, ça. D'accord. FDE, société de transport à Amitri-Mori, qui a été créée en 99, qui dessert toute la France via ses 7 agences. Sur Paris, on en a 2 agences, sur Lille, Lyon, Le Havre, Marseille et à Compiègne. Actuellement, la société fait un groupe de 500 salariés et qui a comme le métier, c'est tout ce qui est traction, donc traction interagence. On fait la distribution du dernier kilomètre, on est des expressistes aussi. On fait du transport de déchets et de plateaux, donc du transport spécial. On essaie de se spécialiser dans tout type de transport et avec tout type de véhicules. Notre flotte actuellement, elle est de 500 véhicules à peu près, dans 245 véhicules lourds. Et c'est sur ce type de véhicule-là qu'on s'est engagé sur le GNV. Actuellement, ça fait à peu près 20% de notre flotte qui est sur le GNV. On a commencé en 2018 à acquérir les camions gaz pour avoir une petite expérience avec 4 camions. Et notre flotte actuellement, elle est de 20% qui finira à 25% en fin d'année en GNV. L'année d'après, sur l'année 2021, donc on a aussi un objectif de renouvellement de parc en GNV. Et nous estimons qu'à 2024-2025, on aura 80% de notre flotte qui roulera au GNV. On gardera certainement quelques véhicules qui rouleront au gaz, mais on restera aussi dans la politique environnementale. Très bien, merci Imen. Donc une politique environnementale bien affirmée pour un transporteur. Et Exactement. on va voir que chez Mourad, c'est exactement la même chose. C'est un autre type d'activité, Mourad. Alors peux-tu nous présenter LTM, s'il te plaît? Très bien. Bonjour, Mourad Abadi, le fondateur et dirigeant d'entreprise LTM. LTM, c'est logistique, transport de meubles. On est spécialisé dans les derniers kilomètres pour la livraison de l'équipement de la maison. C'est 100% avec installation, avec une prestation de service. On n'est pas du tout dans la messagerie, mais rien que de la livraison à 2, un équipage de 2 à chaque fois pour livrer et installer le produit à domicile. Aujourd'hui, LTM est créé en 2002, à partir de 0. Aujourd'hui, on est plus de 500 collaborateurs et 280 véhicules. La flotte est plutôt 95%, c'est une flotte de VL moins de 3 tonnes 5, justement pour la livraison en ville et plutôt pour notre type de produit, ça ne nécessite pas vraiment de poids lourds. La flotte aujourd'hui, et jusqu'ici, c'était bien sûr véhicule thermique diesel. On a essayé en 2015 de rentrer du gaz. On a rentré 5 VL et un poids lourd. Et à un moment, on n'a pas développé pour des manques de stations. C'est un peu compliqué, il n'y a pas assez d'autonomie et pas assez de stations. Finalement, on est revenu sur les diesels. On a continué bien sûr avec les renouvellements en diesel. Et depuis l'année dernière, on a franchi le pas et on a commencé à prendre du gaz. On est rentré à 20 véhicules l'année dernière gaz, par bien sûr notre partenaire Iveco, depuis toujours, et Iveco les poids lourds. Et cette année, fin d'année dernière, on a passé une commande de 60 véhicules qui nous ramène à 80. C'est une flotte aujourd'hui de 1 sur 3 en véhicules gaz. Le biogaz est intéressant pour 2 raisons. Bon, économiquement, aujourd'hui, c'est encore tôt pour faire les bilans. Mais sur la partie environnementale, c'est très intéressant parce que 80% de CO2 au moins, c'est très important pour la planète. Deuxième chose, c'est aussi pour notre quotidien. On va pouvoir livrer partout et sans contrainte. Grâce aux véhicules, qu'il ne va pas avoir plus de facilité à rentrer en ville et surtout dans le ZFE et puis avec la nouvelle loi qui va rentrer en vigueur l'année prochaine pour toutes les grandes métropoles. Ça, c'est les points forts pour le biogaz. Aujourd'hui, on constate aussi une chose très importante, c'est qu'on a de plus en plus de stations pour pouvoir... on n'a plus de... Voilà, on perd moins de temps pour la prise, pour le quotidien. Ça, c'est un avantage. L'autre côté, c'est
on continue. Le but, c'est notre objectif, c'est d'arriver d'ici 2020, fin 2024, d'être 100% gaz. Voilà, on est parti pour renouveler régulièrement et 100% gaz. Sur ce côté, et puis c'est très intéressant aussi dans le sens où nos chauffeurs aujourd'hui, au début, bon, ils étaient un peu rétractaires pour dire c'est compliqué, il faut du temps pour trouver le gaz, on n'a pas partout. C'est plus le cas aujourd'hui. Et puis c'est un véhicule très facile à conduire et plus confortable parce qu'il y a moins de bruit. C'est très intéressant. C'est qu'aujourd'hui les chauffeurs plutôt, c'est qu'au départ ils étaient anti-gaz. Aujourd'hui c'est le contraire. Ils sont preneurs, ils sont demandeurs de rouler en biogaz. À côté de ça, bon, l'avantage qu'on a aussi, c'est qu'on est très bien accompagné par notre partenaire Iveco Les Poids Lourds qui nous aide énormément pour la formation, pour accompagner, pour expliquer à nos chauffeurs. Et ça, c'est encourageant aussi de l'autre côté pour dire on avance plus vite encore. Et alors, on continue. Merci Mourad pour cette présentation. Je vous en prie. Alors, tu parlais des stations, d'autonomie des véhicules, etc. Et donc, c'est pour ça que j'ai demandé à un spécialiste de développement de réseaux d'énergie, d'ailleurs, au sens large, il y avait électricité et gaz, de nous dire un petit peu ce que c'est que cette SEM, de quoi elle est née, et surtout quelle est son ambition. Oui, bonjour à tous et à toutes. Donc, CIGEF Mobilité, c'est une société d'économie mixte qui a été créée en 2016 par le CIGEF, un syndicat d'énergie qui regroupe 185 communes. Et ces communes représentent un peu plus de 5,5 millions d'habitants. Ce syndicat, il y a un peu plus de 100 ans maintenant, il a contribué au développement du réseau de canalisation de gaz. Et aujourd'hui, ce syndicat veut apporter sa pierre, veut être un des participants de ceux qui aident au développement du GNV. Les qualités du GNV, elles ont été rappelées par monsieur. Donc on y voit, on comprend tous l'intérêt que ça peut avoir. Pour autant, jusqu'à maintenant, ça ne se développait pas aussi facilement. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de stations. Quand le syndicat s'est intéressé au développement du GNV en 2014, moi j'ai toujours un souvenir, c'est toujours ce que je cite, il y avait 4 stations en Ile-de-France. Vous imaginez, 4 stations, une à Meaux, un peu loin quand même, une autre qui n'acceptait pas les poids lourds. Donc ce n'est pas avec ce réseau de stations publiques, parce qu'il y avait des stations privées, mais pour développer les GNV, il faut des stations publiques. Donc on s'est dit, il y a vraiment un manque, il faut que l'on participe. C'est la raison de la création de cette SEM. On a été suivi tout de suite par la Caisse des dépôts, qui a travaillé avec nous à monter cette structure, mais également la région Île-de-France, d'autres syndicats intercommunaux et GRT Gaz. Le constat, il faut qu'on avance pour créer ce réseau de stations. La ZFE, on en parle aujourd'hui, ça vient changer la donne, mais à l'époque, ça n'existait pas. Mais on savait quand même que l'intérêt du GNV, il fallait l'aider. Et le principal, il y a 2 problèmes pour le GNV, ça sera peut-être rappelé, c'est le manque d'offres des constructeurs. On a parlé d'Iveco, c'est bien, mais il est un peu seul, même s'il n'est pas le seul. Et peut-être que le principal problème, en tout cas c'est celui sur lequel on pouvait jouer, c'était le manque de stations. C'est la raison pour laquelle on s'est investi, on est là aux côtés des entreprises privées pour accélérer ce développement. Merci Jean-Michel. Donc maintenant, alors, je voudrais qu'on en vienne à ces fameuses ZFE, parce qu'on en parle beaucoup en ce moment. On nous dit, ouais, en 2030, il n'y aura plus de moteur thermique dans les ZFE. En 2024, ce sera le critère 2. Enfin voilà, on nous dit plein de choses. Je pense qu'il y a une part de fantasme là-dedans. Grenoble, c'est la première métropole qui s'est attaquée au sujet, avant qu'on en parle et qu'on l'impose dans la loi. Et je voudrais savoir, donc, pour que vous puissiez me dire, pardon Cécile, comment est venu ce sujet sur la table ? Comment il a été traité? Parce que je crois qu'il y a eu 2 années de concertation. Donc c'est un sujet qui n'est pas simple à traiter. Et il faut des véhicules. Donc où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Comment ça a démarré hier? Alors, ça a démarré parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, on est sur un territoire qui est très contraint, très congestionné en termes de trafic et malheureusement aussi très pollué. On a aussi une dynamique politique qui fait qu'on a quand même depuis 2014 le premier maire écologiste d'une grande ville, ça n'y est pas pour rien, un président de métropole qui est très attaché à cette question-là, qui est un universitaire et un scientifique. Donc le contexte géographique et politique a fait que dès 2019, on a mis en place une ZFE VUL-PL sur la métropole grenobloise. Donc je vous
vite fait, je vous explique comment on a fait. D'abord, on a fait le choix de ne pas la faire sur tout le territoire. Elle touche que 27 communes sur les 49, parce qu'on a la particularité d'avoir des petites communes de montagne à Grenoble, sur la métropole grenobloise. Donc, on les a exclus de la ZFE. On a fait ce choix-là aussi parce que, en faisant ce choix de 27 communes, on touche quand même 90% de la population et 95% de l'emploi. Donc, ça nous paraissait pertinent. Et surtout, avec les projections, nous montrer qu'en faisant ce choix-là de s'arrêter à 27 communes, on arrivait à être en dessous des fameux seuils dont je vous parlais tout à l'heure. Donc pour nous, ça nous suffisait. On était pionniers, on essayait, on allait voir comment ça se passait. Et l'idée, c'était de mettre en place une ZFE tout véhicule dans un second temps. Donc là, on est dans le temps de la réflexion et de la concertation sur la ZFE tout véhicule. Et aujourd'hui, on a depuis 2019 une ZFE VULPL. On a déjà interdit les critères 4 et les critères 5. Les critères 3 seront interdits en juillet 2022 et sortis des critères 2 en 2025, si je ne m'abuse. Oui, c'est ça. Donc Cécile, je vous interromps, mais ça veut dire qu'en 2024, les véhicules diesel antérieurs à 2014 ne pourront plus circuler sur la métropole. C'est ça. C'est ça. Avec des dérogations. Alors, je dis bien dérogations. avec des dérogations. Je tiens à le dire parce qu'on a fait donc la phase de concertation avant la mise en place de la ZFE. Pour être tout à fait franche, je n'étais pas élue à l'époque, donc je ne sais pas quelle a été la teneur des discussions avec les acteurs économiques. Mais en ce début d'année, on a été interpellés, notamment par la CCI de Grenoble, qui nous a dit « Attendez, votre ZFE, ça ne marche pas. Nous, on ne s'y retrouve pas, on a peur, on va avoir des concessionnaires, on veut changer nos véhicules, mais on nous explique que le véhicule qu'on veut, il n'existe pas, il est trop cher, et on n'a pas les stations qu'il faut, les infrastructures pour recharger. Donc, en fait, ça ne marche pas. Il faut qu'on mette tout sur la table et qu'on discute. » Donc, on a discuté, on a pris le temps de la discussion. On est, nous, un petit peu coincés administrativement parce qu'une ZFE, vous pensez bien, ça a mis du temps à être mis en place. C'est des marchés publics, c'est des enquêtes publiques. Donc, on ne peut pas trop bouger ce qu'on a mis en place. Par contre, on travaille avec eux sur la question des dérogations. Et dès le départ, de toute façon, la dérogation qui existait, c'était de dire si l'équivalent du véhicule que vous voulez changer n'existe pas en véhicule faible émission, vous le gardez. Enfin, on ne va pas non plus demander l'impossible aux gens. Donc, voilà. Donc, on a mis en place cette ZFE, mais tout ça pour vous dire qu'on ne s'est pas contenté de la mettre en place. On a aussi mis des mesures d'accompagnement. Et je crois que c'est ça qui est important de dire aujourd'hui. Je ne sais pas trop comment font nos collègues des autres métropoles, mais nous, sur la métropole grenobloise, on a créé un centre de distribution urbaine pour la livraison au dernier kilomètre en véhicule propre. On a recruté un prestataire qui accompagne dans le conseil de la transition automobile les acteurs économiques et aussi les particuliers quand le temps sera venu. On a créé ce qu'on appelle le fonds Air Véhicule, c'est-à-dire qu'on accompagne financièrement les entreprises de la métropole ou qui ont une succursale sur la métropole pour l'achat d'un véhicule à faible émission. L'aide va entre 500 € et 18 000 € selon le prix et le poids du véhicule. On aide jusqu'à 5 véhicules par an, donc quand même, entre parenthèses, ça va vous faire sourire, mais en fait, ce fonds est très, très peu utilisé par les acteurs économiques parce que quand on discute avec eux, ce qu'il en sort, c'est que ce n'est pas qu'une question économique, c'est aussi une question... Pardon ? Oui, mais je ne sais pas, il y a un déclic qui ne s'est pas fait chez certains, chez d'autres plus, parce qu'on a quand même beaucoup d'acteurs économiques qui jouent le jeu et qui sont moteurs dans cette question-là. Mais tout ça pour dire que la question économique n'est pas le seul frein. Je crois qu'il y a d'autres freins qu'on n'a pas encore réussi à détecter et qu'il va falloir qu'on détecte si on veut avancer. Et la dernière petite chose aussi que je voulais vous dire qu'on a fait pour accompagner, c'est le déploiement des infrastructures et notamment des stations GNV, parce qu'à la métropole de Grenoble, on a quand même fait le choix depuis le départ du multi-énergie. On accompagne autant pour le changement d'un véhicule en électrique, en GPL, en hydrogène, en GNV, en bio-GNV. Et c'est ce qu'on porte et ce qu'on essaye de porter politiquement au niveau national et au niveau européen. Vous vous doutez bien, vous êtes bien placé pour le savoir qu'on a un peu du mal à être entendu. Mais en tout cas, c'est la politique qui est menée à la métropole de Grenoble de dire on ne peut pas tout miser sur l'électrique pour tout un tas de raisons. Donc, en fait, il faut miser sur tout ce qu'on a à notre portée. Et c'est ce qu'on essaye de faire. Merci Cécile. Alors, donc, Imen et Mourad, vous avez anticipé l'aspect environnemental en choisissant des véhicules GNV, tous les deux. Parlons un petit peu de l'aspect économique. Vous aussi, vous avez des aides
Alors j'ai déjà posé la question à Imen. Est-ce que tu as des aides pour tes véhicules? Alors, tout au début, en fait, la société FDE elle a commencé sa démarche environnementale en 2018. Et on était bien accompagnés avec Iveco le poids lourd parce que c'était vraiment une démarche complètement environnementale. On nous a conseillé, on a commencé l'expérience par 4 véhicules qui fonctionnaient très très bien. Et malheureusement, quel type de véhicule, en fait, Imen? comment? Quel type de véhicule? En fait, nous, on est sur du tracteur. Tracteur routier. Voilà, tracteur routier. Donc, on a commencé l'expérience. On était agréablement surpris de l'autonomie du véhicule qui s'améliore d'ailleurs de jour en jour, qu'on arrive à faire 1000 km jour avec un véhicule. Mais malheureusement, on était déçus par rapport aux accompagnements des sociétés de transport sur l'Île-de-France concernant les véhicules. Effectivement, on se retrouve face à des aides. On entend des aides qui sont encourageantes, mais il faut toujours lire entre les lignes. Rien n'est encore clair bien comme il faut. C'est vraiment après l'acquisition, on se retrouve face, c'est les véhicules qui sont de moins de 12 tonnes, qui sont accompagnés par l'Île-de-France. Pour les sociétés qui sont en fait moins de 50 salariés et les sociétés qui font moins de 10 millions de chiffre d'affaires. Donc, mis à part le suramortissement qu'effectivement on en bénéficie, on se retrouve face à des difficultés. C'est pas vraiment des difficultés parce que investir dans des camions qui ont un certain coût qui est presque à 40% plus cher qu'un véhicule normal, l'aide, elle n'est pas proportionnée par rapport au fait, à l'investissement qu'on fait. D'autant plus qu'on se retrouve face aussi à des situations d'investissement et de financement. Donc, auprès des partenaires bancaires et des financiers, en fait, eux, ils ne calculent pas les aides, ils ne calculent pas le suramortissement, ils ne regardent que le taux d'endettement de la société. Et ça freine aussi un tout petit peu. Donc, il faut que la société ait une assise financière qui est assez stable et dans le temps. Parce qu'amortir un camion gaz, c'est vrai qu'on bénéficie d'un amortissement plus lent, étant donné que le véhicule, il est plus robuste. Et franchement, c'est un très, très bon véhicule. Tu les gardes combien de temps, tes véhicules? Nous, on les amortit sur 5 ans. 5 ans. Voilà, sur 5 ans. Et cet amortissement-là, en fait, sur 5 ans, donc il faut que la société ait une visibilité pour sa croissance et pour sa vie. Il faut vraiment être sûr qu'on est là dans 5 ans, qu'on peut réinvestir, sachant qu'actuellement, le marché de l'occasion, il est presque inexistant dans le gaz. Nous, notre politique, c'est un renouvellement constant. Donc, en fait, on renouvelle toujours les véhicules. On n'est pas sur le marché de l'occasion. Mais pour les petites sociétés, éventuellement, qui seront malheureusement face à cette politique environnementale avec la ZFE, il y en a des petites sociétés qu'éventuellement, probablement, ils auront beaucoup plus le marché de l'occasion pour qu'ils puissent investir en fait, là-dessus, mais je suppose qu'ils seront freinés par rapport à ça, malgré que c'est eux qui ont les aides et non pas les sociétés de notre taille. D'accord. Alors, Mourad, toi, ce n'est pas des 44 tonnes, c'est des véhicules plus petits. Est-ce que tu as les aides, toi, alors? Non plus, parce que c'est pareil, on est dans la même cas, c'est que plus de 50 salariés, plus de 2 millions de chiffres d'affaires, on ne bénéficie pas de tout ça. C'est valable pour le moins de 50 salariés, pour un artisan, un boulanger, un boucher, oui, mais pas vraiment pour les sociétés comme la nôtre. Malheureusement, on n'a pas cet avantage. D'accord, mais ça veut dire quand même que tu commandes des véhicules. Comment ça se passe au plan économique? Pas économique, forcément, pour 2 raisons. Qu'est-ce que je disais au début de l'interview, c'est que parce que c'est un devoir aujourd'hui de participer, comme tout le monde, pour la qualité de l'air et comment à son niveau baisser la pollution. Et puis le fait qu'on est en tant que transporteur, malheureusement avec un diesel, avec notre métier, on pollue énormément. Et on a franchi ces pas-là parce qu'on pense aussi par transformer, modifier notre flotte, ça réduira un peu les CO2 et qui traduira en meilleure qualité de l'air. Ça, c'est une chose. Deuxième raison, c'est aussi pour l'accessibilité en ville. On sait très bien dans les années, voire les mois à venir, ça va être créneau, ça va être un peu plus compliqué d'accéder dans certains endroits où on va être malheureusement empêché et pouvoir travailler correctement. Ça, c'est un point. Le seul point aujourd'hui, malheureusement, ça, on supporte cette charge, qu'on sait très bien 35-40% plus cher qu'un véhicule thermique, mais on n'est pas entendu par les donneurs d'ordre, malheureusement, qu'ils ne tiennent pas compte de ça. Et c'est très compliqué parce qu'aujourd'hui, pendant qu'on explique les coûts est plus élevés pour rouler, ils sont contents que vous
rouler en propre, pour l'image et pour d'autres, et pour bien sûr pour la qualité aussi. Mais à la fois, malheureusement, on va vous dire, de toute façon, on sera obligé de les faire. Voilà, aujourd'hui, nous, on ne peut pas accepter une hausse de prix ou une majoration parce que c'est aussi dans votre intérêt de pouvoir travailler et continuer à travailler. C'est très compliqué, en fait. On a une charge que malheureusement, qu'on n'a pas en produit en face. Ça, c'est les points. Bon, j'espère que la mentalité va changer dans l'avenir, avec peut-être avec toutes les interdictions et la politique qui va le mettre en place. Ça obligera peut-être certains d'ordre de comprendre et de aussi participer à cet effort. Sans ça, pour le moment, ça reste un peu compliqué quand même, quoi. On supporte. Mais voilà, c'est une volonté de notre part d'investir. Effectivement, il y a un amortissement plus long que normal, qu'un diesel, mais on est en train de supporter cette charge supplémentaire. Ouais. D'accord. Alors, Imen, toi, tu es sur des lignes assez longues, je crois. Tu fais du 400 km, des missions de 400 km. L'une de nos activités qui est la plus importante, on est des tractionnaires, effectivement, qu'on fait des lignes et qu'on dessert en fait, entre les agences, entre Paris, Lyon, Marseille. C'était l'un des atouts et des avantages des véhicules à gaz. Effectivement, parce que le prix du gaz, il est moins cher normalement que le prix du gasoil, et plus on consomme, plus on gagne en termes de rentabilité. Mais malheureusement, avec la ZFE, on se retrouve à être dans l'obligation de mettre ce type de véhicule-là sur l'Île-de-France pour pouvoir y accéder. Et donc, du coup, nos véhicules ne font pas les kilomètres qu'on avait estimé qu'ils vont faire. Et donc, la consommation, elle est beaucoup moindre. Et par rapport en fait, au gain qu'on pourrait avoir par rapport au prix du gaz, c'est plus du tout la même chose. Donc ça, c'est une restriction par rapport à la ZFE. Et la deuxième chose, et je joins mon collègue, voilà, Mourad, c'est que effectivement, les clients, on n'arrive pas à répercuter le prix du gaz sur la prestation. Donc limite, on prend en fait plein pot. Ça reste toujours dans une politique environnementale, comme j'ai dit tout au début, d'ailleurs par rapport à notre expérience, mais ça commence un tout petit peu à peser sur les sociétés de transport, surtout en Île-de-France, où voilà, c'est vraiment, on trouve que c'est très très limité par rapport à tout ça. D'autant plus que de nos jours, je vois aussi que le prix du gaz, il commence aussi à s'enflammer, alors que normalement, avec l'offre et la demande, ça devrait baisser, mais nous, c'est toujours dans l'autre sens et on supporte encore des coûts supplémentaires. Merci, Imen. Alors, Jean-Michel, toi qui es sur l'Île-de-France, donc tu vois se mettre en place ces ZFE, comment tu analyses les choses? Bon, je sais que ton métier, c'est de donner de l'avitaillement de gaz aux utilisateurs des camions. Je dirais que la ZFE, effectivement, a changé la donne. Pour autant, l'objectif de la SEM, il est toujours le même. Il est de aider les transporteurs à avoir des stations, parce que sans station, ils ne peuvent pas fonctionner. On a commencé en 2017 à construire des stations dans les zones logistiques, que ce soit sur le port de Bonneuil, la première station que l'on ait construite. On s'est également installé sur le port de Gennevilliers. Tous ces ports, ce sont des grandes zones logistiques, donc des zones où il y a de nombreux camions qui ont besoin donc, de faire le plein. Le troisième secteur où on s'est installé, c'est à côté d'Antony à Vissou, où il y a une grosse zone d'activité également, où il y a une grosse demande de la part des transporteurs. Donc toujours la logique d'être là où la demande elle est. On a une station qui est un peu particulière, où on n'est pas dans une zone logistique, c'est à Noisy-le-Grand. Pour autant, la station elle est installée au bord de l'autoroute A4, au niveau d'une sortie. Donc là, on récupère également les entreprises qui sont en Seine-et-Marne. On sait qu'en Seine-et-Marne, il y a de plus en plus de transporteurs qui s'installent parce qu'il y a du foncier. D'ailleurs, en Seine-et-Marne, on a une station qui est en construction à Réau, une très grosse station qui est à la fois une station qui va distribuer du gaz comprimé. Et d'ailleurs, une précision, c'est que ce sera notre première station où il y aura 100% de biogaz. Il n'y aura pas la possibilité d'avoir autre chose que du biogaz. Et si j'insiste dessus, c'est que quand on a commencé à travailler en 2014-2015, on avait surtout l'aspect qualité de l'air, même si la ZFE n'était pas encore là. La préoccupation, elle était surtout sur la qualité de l'air. Aujourd'hui, s'ajoute la préoccupation environnementale et on sent que la demande, elle est de plus en plus forte pour le bio-GNV. C'est la raison pour laquelle nous, dans nos appels d'offres, puisqu'on fait appel aux entreprises pour construire et exploiter, on met dans la notation pour l'attribution des marchés, on met une part importante de la note sur l'engagement que prennent ces sociétés à distribuer du bio-GNV.
Et on est plutôt satisfait parce que le dernier appel d'offres à Poreo, qui a été remporté par Engie, nous a proposé 100% bio-GNV. On investit donc, comme je vous le disais, dans ces zones logistiques. On investit en propre, on est propriétaire des installations, mais on a également ouvert notre mode d'intervention à un partenariat avec d'autres comme la société GazUp qui développe des stations pour les transporteurs qui sont particulièrement engagés. Et là, on a aidé cette société à boucler son business plan en apportant des capitaux, en étant partenaire, en étant investisseur à leur côté pour qu'ils puissent construire une station. Donc, que ce soit au travers d'investissements en propre ou au travers de partenariats, on aide à construire ces stations. Et plus particulièrement pour la ZFE, on a une station qui est en cours. Pour l'instant, on est dans la phase administrative, phase de permis de construire, à l'intérieur de la ZFE, dans la zone dense. Et là, on a pris conscience depuis quelque temps que c'est compliqué. C'est très compliqué. Il vaut mieux faire des stations loin de Paris. Les contraintes ne sont pas les mêmes. Quand on rentre dans l'intérieur de la zone dense, c'est le cœur de la ZFE. C'est là où il y aura de plus en plus de besoins. Je sens que ça va être compliqué de construire des stations de par les contraintes qui sont mises, la rareté du foncier, on ne l'a pas encore dit, mais dès qu'on parle d'infrastructures, que ce soit celle de GNV ou d'autres, il faut trouver du foncier et ça, c'est très compliqué. Je pourrais quasiment dire qu'on avance. Le rythme de développement de nos stations, c'est le rythme auquel on trouve du foncier. C'est à ce rythme-là. Ce n'est même pas un problème financier. En plus, on bénéficie d'une subvention européenne qui nous a bien aidés. C'est vraiment la disponibilité du foncier. Et je dirais qu'il y a le mot foncier qui est déterminant pour les stations, mais il y en a un deuxième, il faut le dire, même si ça peut heurter certains, mais c'est l'acceptabilité. On a, dans certains endroits, on a identifié du foncier. Et je dis nous parce que, évidemment, c'est ce que je connais, mais je sais que d'autres opérateurs ont identifié des fonciers, mais il y a un problème d'acceptabilité. Les élus, les riverains ont peur que des camions arrivent et on a beau avoir du foncier, on ne peut pas construire ces stations. On le voit bien avec la problématique des ZFE, les contraintes qui sont mises sur les entreprises. Il faut construire ces infrastructures. C'est bien beau de mettre des contraintes. Si on veut que les transporteurs ils passent du diesel à d'autres solutions alternatives, il faut des stations. Ça veut dire qu'il faut du foncier et il faut que ces stations soient acceptées et par les riverains et par les élus. Alors, je vais continuer un petit peu sur les stations. Imen, dans ton cas, est-ce que tu as suffisamment de stations pour les missions que tu opères? Tout au début, c'était très compliqué. On se retrouve avec des camions qui se font des kilomètres à vide pour chercher des stations. Nous, on a eu la chance, là on est implanté à Mitry-Mory, il y a une station qui est juste à Mitry-Mory et on a une station qui est à Chelles, qui n'est pas très loin. Avec les axes que nous on fait, il y a des stations à Auxerre, donc là on fait les relais, donc ça se passe relativement bien pour tout ce qui est approvisionnement actuellement. On n'est pas vraiment confronté à beaucoup de difficultés par rapport au ravitaillement. Par rapport à 2018, où c'était très très compliqué, là on sent qu'il y a une nette amélioration par rapport à ça. Et pour le développement de ta flotte gaz, puisque tu as des ambitions dans ce domaine, est-ce que tu as suffisamment de stations ou il y en a d'autres à construire? Là où je suis, je crois qu'il faudrait beaucoup plus parce qu'en fait, on n'est pas les seuls transporteurs qui se mettent en fait, au GNV. Et il suffit d'avoir en fait, des stations. Et ça, par contre, je le signale, c'est qu'il y a beaucoup de pannes sur les stations. Donc, en fait, il suffit qu'il y ait une panne, ça crée énormément de soucis. Le temps de ravitaillement, il est assez long. Donc, je crois qu'il faut avoir beaucoup plus de stations en fait, C'est actuellement. plus long que le diesel? Oui. Mais C'est beaucoup, plus lent. beaucoup plus long ou... Relativement plus lent. Relativement plus lent. Oui, oui, D'accord. oui. Et en plus, il faut signaler aussi que le ravitaillement du gaz nécessite beaucoup d'équipements, en fait, de protection pour les salariés. Oui, parce que tu es en GNL, hein, je crois. Comment? Tu es en GNL. Oui, c'est ça. C'est ça. Donc, mais en fait, avoir beaucoup plus de stationnement, ça évite le temps d'attente de ravitaillement des chauffeurs, sachant qu'ils ont des prestations. Donc, en fait, un temps d'attente qui entre 15 et 30 minutes, ça impacte l'activité et ça impacte la qualité. Et on ne peut pas se permettre de dire aux clients, oui, je suis en retard parce qu'il y avait la queue à la station. Ce n'est pas une excuse pour nous. D'accord. Et pour toi, Mourad, donc les 100% de véhicules GNV en 2024, est-ce qu'il te faut encore des stations? Comment ça se passe, l'avitaillement? Nous, notre activité, elle est un peu différente qu'Imen, justement, parce qu'on est plus en régional aujourd'hui.
En fait, on est présent sur tout le territoire, mais on peut avoir c'est des véhicules qui. Tu es présent à Grenoble? Grenoble, à Saint-Égrève, oui, tout à fait. Oui, tu peux demander des aides pour Grenoble. Ah bah justement, je vais T'as prendre. compris. Justement, on échange de cartes là. On va faire le nécessaire. Là, effectivement, à Grenoble, oui, on est à Saint-Égrève à côté, et puis on est, comme ici à la région lyonnaise, à Corba dans le sud. Il y a quelques stations à Saint-Priest, tout ça, pas mal. Par contre, il y a des endroits où malheureusement il n'y en a pas du tout. Si on prend la Normandie, très peu de stations en Normandie. Nous, on a une trentaine de véhicules sur la Normandie, que notre base elle est sur Barentin. Et malheureusement aujourd'hui, c'est l'endroit où on a mis moins de véhicules parce qu'il y a moins de stations gaz. Il y a très peu de stations et justement c'est compliqué de mettre en place ce côté-là. Maintenant les autres, sur Paris ça pose plus de problème parce qu'il y a pas mal de stations, voilà, ça va. La région lyonnaise, tout dépend, si on est dans le sud de Lyon ça va. On est aussi confronté sur le côté Marseille, tout ça, il y a moins de stations. Mais voilà, ça avance, mais doucement, c'est vrai. Ça se met en place, bien sûr, parce que par rapport à ce qu'on a connu en 2015, il y avait 3 stations sur l'Île-de-France. C'est pour ça qu'on n'avait pas développé davantage. Aujourd'hui, on trouve quand même plus en plus de stations. Et effectivement, avec moins de quais, qu'est-ce qu'on disait, c'est qu'avant, on peut mettre 3 quarts d'heure pour prendre un plein, voire plus. Parfois, il suffit qu'une pompe qui est en panne, on fait demi-tour. Et puis, si on est au cours, c'est compliqué. Là, aujourd'hui, c'est vrai que c'est plus facile de rouler au gaz et je pense que c'est en bonne voie. J'ai posé la question pour toi sur Grenoble. Est-ce que vous avez suffisamment de stations gaz à Grenoble? Non, pas encore. On en a 2 qui sont effectives. Il y en a 2 qui sont effectives, 2 qui vont être construites dans les années qui viennent. Mais c'est le retour qu'on a eu des acteurs économiques et c'est aussi pour ça une des craintes pour lesquelles ils ont du mal à passer le pas, certains. C'est que, en fait, j'allais dire, excusez-moi l'expression, mais c'est un peu le chien qui se mord la queue. C'est-à-dire, est-ce que c'est à la collectivité de mettre les infrastructures avant que les acteurs économiques se lancent dans l'aventure, ou le contraire, parce qu'il y a des investissements des 2 côtés, donc il faut essayer de trouver l'équilibre. Pour l'instant, on en a 2, on en aura 4 d'ici 2025-2026. On a un territoire plus petit que le territoire parisien, donc ça devrait le faire. Et voilà, mais on a encore là aussi du boulot à faire, mais on est dans cette politique très volontariste où on veut aller vers plus de stations gaz sur la métropole grenobloise. Si je peux me permettre, effectivement, aujourd'hui, les camions n'est pas aimés du tout par les communes, ils ne veulent pas de transporteurs. Et c'est pour ça ils n'ont pas cette volonté de mettre des fonciers à disposition pour mettre des stations. Malgré ça, le camion, on a besoin des camions parce que c'est ce qui fait au quotidien, on a besoin pour ces transports, pour tout. Et malheureusement, effectivement, ça reste un petit problème parce que qu'est-ce que j'entends, comme les entrepôts d'ailleurs, c'est autre chose, mais moins en moins d'accords pour mettre des entrepôts en place parce qu'ils veulent moins de camions qui veulent traverser. Alors justement, au niveau du trafic, on en parlait avant la conférence. On discutait avec un représentant de Casino qui s'occupe du e-commerce alimentaire, qui disait que lui, il servait 3000 clients sur une toute petite, dans un moussoir de poste à Paris pour la livraison donc, de produits alimentaires. Et toi, Mourad, tu as un cas un peu différent parce que tes clients, ils sont souvent à des distances importantes et tu as des temps de transfert pour aller livrer un produit à un autre assez longs qui sont liés notamment à la gestion du trafic routier. Tout à fait, parce que là, aujourd'hui, le temps, l'amplitude, elle est longue parce que malgré, il n'y a pas trop de kilomètres parce que pendant qu'on fait du Paris, c'est pareil, on a je dirais, 80 véhicules sur la région parisienne qui roulent tous les jours pour livrer nos clients. Mais la seule chose, c'est que le temps de route est trop long parce qu'il y a une difficulté de beaucoup de circulation qui pèse. Et puis nous, entre un client et l'autre, c'est à peu près, même si c'est que 10-15 km, même pas, mais ça nécessite 45 minutes de temps à peu près, 40 à 45 minutes. En temps de route, c'est vachement rallongé, quoi. Et pour toi, Imen, c'est pareil? Non, moi ça va. Non, toi ça va. Non, moi en fait, tout ce qui est, parce qu'on ne fait pas vraiment des livraisons de petits points de distribution, donc en fait on charge d'un point A à un point B, ça se passe relativement bien. Donc je ne suis pas confrontée à ça. Donc c'est pas ça le sujet? Non, pas pour moi. Et donc le trafic sur Grenoble, parce que je pense que le trafic est proportionnel à la qualité de l'air.
Donc ça se passe comment? C'est la qualité de l'air qui est Oui, proportionnelle pardon, au oui, trafic. c'est dans l'autre sens, oui. Très congestionné. On a sur les axes principaux, on a jusqu'à 100 000 véhicules qui traversent les principaux axes de l'agglomération grenobloise par jour. Donc voilà, chez nous aussi, c'est très très compliqué de circuler. Très bien. Alors moi, j'ai maintenant une question que je voudrais poser parce que à Mourad et puis à Imen, parce qu'ils sont très courageux en fin de compte d'être passés au gaz, d'être passés à la transition énergétique, je dirais. Voilà, c'est très courageux, mais vous en tirez quelle conclusion à ce jour? Au début, en fait, il faut se dire que la transition en fait, au gaz est un acte environnemental qui a la responsabilité de tout chacun en tant que citoyen avant qu'on soit un acteur en fait, dans le transport ou tout autre. Donc, je trouve que pour nous, ça donne aussi une notoriété par rapport à la société qui exprime en fait notre objectif d'être vraiment un acteur économique dans cet acte environnemental, comme vous le dites. C'est une expérience et un retour d'expérience qui est positif, mis à part, en fait, comme je le signale encore une fois, c'est vraiment, on a un petit dièse par rapport à tout ce qui est financier. Donc, on a été impacté, entre guillemets, un peu financièrement. On aimerait bien avoir, en fait, encore des encouragements par rapport à ce qu'on fait. Et j'incite en fait les sociétés de transport à s'y mettre parce que nous, comme je l'avais dit, accompagnés par Iveco en 2018, c'était vraiment une expérience. Les sociétés, ils doivent s'y mettre petit à petit parce qu'on ne peut pas du jour au lendemain changer toute une flotte du diesel au gaz. Donc c'est une transition qui se fait progressivement et elle ne peut jamais se faire d'un coup, surtout pour des sociétés qui ont une certaine flotte d'une certaine dimension. C'est quelque chose qu'il faut que ça soit aussi transmise aux chauffeurs parce qu'il y a des chauffeurs qui étaient réfractaires au passage au GNV. C'est un produit qu'ils ne connaissaient pas, ils étaient à l'aise avec le gasoil. Donc, c'est quelque chose qu'il faut bien transmettre à ces chauffeurs, à ces collaborateurs. Et il faut vraiment faire une transition progressive pour qu'on puisse en fait, continuer, tout le monde, à avoir cet acte écologique et continuer, parce que ça doit le faire. Et j'insiste sur un fait aussi qui est non négligeable, c'est que le véhicule à gaz, c'est un véhicule silencieux qui est bien en termes de conduite, il est confortable. Et même pour tout ce qui est livraison en l'Île-de-France, là où il y a les ZFE, il y a quelquefois en fait, les gens qui, avec la nuisance sonore, même quelquefois des livraisons pour les magasins ou autres qui se font à des heures en fait, à des 3h, 4h du matin, on entend bien un véhicule gasoil qui est en train de décharger. Mais un véhicule gaz, en fait, il ramène aussi une nuisance sonore moins importante et c'est beaucoup plus agréable. Alors, il y a quelque temps, j'avais rencontré un de tes chauffeurs que j'avais interviewé et qui était fier en fait de participer à l'acte environnemental. Effectivement, tu oui. confirmes? Je confirme, oui. En fait, moi, les chauffeurs de la société, ceux qui roulent au gaz, ils ont beaucoup apprécié ce véhicule, son silence. Il était agréable à conduire et ils avaient quand même, mine de rien, une certaine fierté de conduire un camion au gaz. D'accord. Et il se trouve que j'ai interrogé aussi un de tes chauffeurs, moi, c'est comme ça qu'on s'est connus d'ailleurs, Tout à fait. qui avait l'air aussi assez fier, enfin qui l'exprimait en tout cas. Il était content de participer à cet acte citoyen. Effectivement, ouais, tout à fait. Ouais. Et il est ravi, ouais, effectivement, du rouler au gaz parce que, dans un sens, c'est écologique pour la qualité de l'air, mais deuxième chose, c'est qu'il est content aussi de rouler avec un véhicule plus avec moins de bruit de moteur et très confortable en fait. C'est ça qu'il trouve aussi dans ce type de véhicule. La deuxième chose, c'est que si aujourd'hui tout le monde s'y met au gaz, ça serait très intéressant, de plus en plus, parce que quelque part, ça va créer un équilibre au niveau des prix, parce que là aujourd'hui, ça peut aider à peut-être demain, ça baisse le coût de véhicules. Et deuxième chose, pour la concurrence, c'est très intéressant, ça serait très important, parce qu'aujourd'hui, pendant qu'on veut une prestation avec un véhicule thermique, forcément, le coût de revient il est beaucoup moindre. Si on roule avec des gaz, il est plus cher. Mais demain, plus de transporteurs qui se mettent au gaz, plus c'est intéressant pour nous parce qu'on aura une concurrence plus loyale. Parce que tout le monde aurait le même coût de revient. Et ça, c'est très intéressant parce que, bon, de toute manière, ça va nous aider à continuer à avancer encore plus vite dans cette transformation. Très bien. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Non, pas pour le moment. Si. Alors, je ne sais pas s'il y a un micro. Est-ce qu'il y a un micro baladeur? Voilà, on va en passer un.
Bonjour, Pascal Laclergue, Ligvis. Je suis opérateur d'un réseau. Il faut parler un petit peu plus fort. Donc Ligvis, voilà. Opérateur en France d'un réseau de stations-service GNL pour les transporteurs. J'avais une question, alors elle arrivait peut-être un petit peu tard, mais alors avant, je voudrais ouvrir juste une petite parenthèse. Concernant les infrastructures, alors je m'en réjouis quelque part à l'avance, mais ça fait à peu près 5 ans que je fais ce métier, et je n'ai jamais reçu un seul appel d'un transporteur pour me demander de lui installer une station-service dans un endroit particulier, une localité géographique. Et si Gilles, tu me posais la question de savoir, y a-t-il assez de camions sur les routes en France pour le réseau existant et futur, je répondrais évidemment non. Là, je referme cette parenthèse. Oui, ma question arrive peut-être un petit peu tard, c'est un peu une question retour vers le futur. Cette ZFE, est-ce que ce serait possible de nous de nous brosser un petit peu le cadre législatif qui s'annonce en 2022 en termes d'obligations, d'incitation, de soutien économique aux transporteurs, éventuellement aux infrastructures de gaz? Je ne sais pas, Cécile, si vous avez... Oui, alors il y a la loi climat résilience qui vient de sortir là, qui impose à 11, il me semble que c'est 11 métropoles de mettre en place une ZFE à partir du 1er 10 15. D'accord. Bah, moi, j'étais restée à 11, donc j'avais un petit peu de retard. Mais bon, voilà, qui doit être mise en place à partir du 1er janvier 2022, avec, si je ne dis pas de bêtises, une sortie des CQA 5 en 2024, des CQA 4 en 2025 et des CQA 3 en 2022. Et pour l'instant, dans la loi, personne ne parle du CQA 2, donc des diesels, voilà. Voilà ce que va imposer la loi au niveau national. Après, chaque métropole, effectivement, s'empare de ce sujet-là et l'adapte en fonction de son orientation politique, de ses besoins et de ses possibilités. Gilles, juste une petite question, parce que donc Arnaud Bilek, GazUp, juste une petite question. La ZFE concerne tous les acteurs, y compris les flottes publiques, parce qu'il y a un gros levier dans les collectivités locales aussi. Quand on monte une station, alors les transporteurs, les privés, quand ils ont la fibre, comme vous, ils ont un cycle d'investissement qu'ils maîtrisent. Mais par contre, dans les marchés publics, vu en plus le découpage des compétences entre les régions, la Comcom, la mairie, enfin, en gros, que fait le secteur public? Qu'est-ce qu'il attend? Alors, en tout cas, nous, sur la métropole de Grenoble, la ZFE s'applique aussi aux flottes publiques et la métropole accompagne les communes de la métropole pour le changement de véhicules en partenariat avec la région. Mais concrètement, si une collectivité ou le délégataire transport, par exemple, n'a pas le critère, il ne pourra plus faire ses missions de service public, ou il a une dérogation, dans vos fameuses dérogations, il aura droit à une dérogation. Il aura le droit à une dérogation si le véhicule n'existe pas en équivalent. Je ne sais pas comment ça se passe de partout, mais on essaye quand même d'être assez vigilant et effectivement, on a un rôle d'exemplarité à jouer sur ce coup-là et en tout cas sur la métropole de Grenoble, on le fait. La dérogation porte sur les véhicules ou sur la solution d'avitaillement aussi? Sur les véhicules. Parce que sur la métropole de Grenoble, je le redis, on n'est pas parfait. Vous n'allez pas croire qu'on est parfait, mais on essaye de voir la question dans sa globalité et ça fait plusieurs années qu'on y pense. On a cet avantage, je dirais, par rapport aux autres métropoles qui s'emparent de la question maintenant. Ça fait depuis 2015 qu'on y réfléchit sur cette question-là. Donc, comme on a fait le choix du multi-énergie sur la métropole de Grenoble, vous pouvez faire votre plein de GNV, de GPL. Vous avez même une société qu'on accompagne qui fait du rétrofit, par exemple. Et on aide aussi au rétrofit. D'autres questions? Oui, j'en vois une là. Bonjour, moi j'ai une question. Alors je ne sais plus qui des deux en a parlé, mais vous aviez fait le choix de la bicarburation, il me semble, GNV essence. Oui, tout à fait. Ouais. Alors pourquoi ce choix et pas 100% GNV? Alors pourquoi? Parce qu'on a cette possibilité de l'avoir sur des véhicules VL, et parce que effectivement c'était conçu par Iveco. Cette solution nous aide. Quelque part, c'est des secours parce que dans le cas où on est vraiment on arrive à un moment, surtout sur une pompe
qui ne fonctionne pas dans les bouchons à un moment, et puis forcément le moteur thermique prend le relais, enfin l'essence, mais c'est juste un petit, à peine on est sur du 15-20 km, pas plus, c'est juste du plus. En fait, on ne s'appuie pas sur l'essence pour rouler, pas du tout. On essaye justement, ça reste exceptionnel pour passer sur le moteur essence. On est pratiquement à 99% tout le temps au gaz. C'est une solution de secours en fait. Aujourd'hui, tous les véhicules GNV sont avec cette solution de secours essence ou... Alors nous, on a les réservoirs sur le VL, mais je pense, mon collègue n'a pas de... les poids lourds n'ont pas de solution gaz en fait. C'est que les VL qui sont... nous, c'est des camions caisses forcément, comme les camions de déménagement de 20 mètres cubes. On a plusieurs bouteilles qui nous donnent une autonomie à peu près de 300 km jour, mais ça arrive qu'on est court vraiment à l'extérieur de Paris, et puis bon, en cas où, pour éviter la panne, ça nous aide un peu à avancer jusqu'à la pompe. Alors, est-ce qu'il y a une autre question? Oui. Bonjour, Maëlys Tréluyer, Bolloré Logistique. Du coup, moi, on a une petite problématique, c'est que par rapport au GNL, donc l'ADEME dit que les émissions sont plus importantes que celles sont plus importantes que celles du diesel. Pour le GNL en particulier, est-ce que vous avez des idées? Donc, je recommence. Pour nos clients, du coup, qui cherchent des solutions plus vertes, ils nous demandent parfois l'utilisation du GNL. Néanmoins, le GNL a des émissions plus importantes quand on considère du puits à la roue que le diesel. Est-ce que vous considérez d'utiliser peut-être du bio-GNL, ou en sommes-nous sur l'intégration du bio-GNL? Je sais que le bio-GNC est disponible, mais le bio-GNL, on a du mal à en trouver. Là, pour le moment, en fait, nous, on est beaucoup plus dans en fait, le GNV pour le moment. Et là, éventuellement, je crois qu'il va y avoir fait de l'amélioration, je suppose, avec les concessionnaires qui sont aussi, eux, beaucoup plus à cheval sur l'amélioration des émissions de CO2. Et éventuellement, en fait, on passera pour le bio-GNL aussi, mais aussi tout dépend des stations, des ravitaillements et tout. Donc, la solution, en fait, la chose, c'est pas bloquant, mais le plus important, c'est de pouvoir investir et d'acquérir les véhicules. Mais je crois qu'il n'y aura pas une forte différence de prix si c'est du bio-GNV. Donc, on partira vraiment dans les solutions les plus écologiques. Oui, alors clairement sur le sujet, c'est pas le sujet de la conférence, mais on peut en dire deux mots. Aujourd'hui, le GNV, quand on applique des garanties d'origine, ça devient du bio-GNV. Et c'est limité au gaz réseau. Ça n'a pas été toujours le cas. Jusqu'à il y a un an et demi, on pouvait appliquer des garanties d'origine sur le GNL. Voilà. On espère que ça va revenir. Parce qu'il n'y a pas que notre filière transport terrestre qui est intéressée, il y a le maritime aussi. Je pense que Bolloré Logistique connaît bien le maritime. Et ben, on compte sur vous également pour nous aider à soutenir cette position, sachant qu'à terme, l'idée, c'est quand même de faire du vrai bio-GNL à la ferme, en liquéfiant directement du biométhane sur place ou du biogaz qu'on vient épurer ensuite sous forme de biométhane. Donc on y travaille parce qu'il faut bien imaginer qu'aujourd'hui, pour faire du transport longue distance, comme fait Imen, l'électrique, ça n'existe pas encore. Allez, on va être gentil, on va dire encore. Et l'hydrogène, ça n'existe pas encore. Et on ne sait pas quand est-ce que ça existera. Et en fait, il faudra être complètement décarboné en 2050. Donc forcément, ce bio-GNL, il aura sa place dans le transport longue distance. Voilà. Pour la partie de Mourad, c'est beaucoup plus simple. Lui, il fonctionne dans 100% bio-GNV, Mourad. C'est ça? Mais c'est du gaz réseau. C'est du gaz, GNV en biogaz, effectivement. Ouais, 100%. Enfin, 100% à part la réserve en essence des 5 litres. Hein, c'est pas énorme. Ouais, effectivement. Mais économiquement, tu as plutôt intérêt à rouler en gaz qu'en essence. Ah oui, c'est juste du secours. Et puis on ne veut pas rouler sur la réserve. Nous, justement, on suit ça de près et on trace ça pour que les chauffeurs ne passent pas sur l'essence, justement. Parce qu'on a un suivi en fait à partir du bureau au niveau du contrôle où on regarde un peu, on a en temps réel la consommation et la capacité aussi de véhicule. Ça, c'est suivi de près. Et puis si on voit de temps en temps un qui passe sur l'essence, on lui demande pourquoi justement. On ne veut pas favoriser
pousser le véhicule jusqu'au dernier kilomètre D'accord. et les risques de panne. Surtout si on arrive sur les 5 litres, c'est qu'il y a vraiment un risque de panne. On ne peut pas y arriver là, l'eau. Alors, il nous reste 5 minutes. Est-ce qu'il y a une question? Alors, oui. Oui, on a parlé évidemment de transport terrestre, c'était l'objet de la réunion d'aujourd'hui, de la conférence. Il ne faut pas non plus oublier, justement, quand on parle de ZFE, du transport fluvial. Ce transport fluvial, intrinsèquement, il est propre. Maintenant, enfin, il émet moins de CO2, il n'est pas propre, il émet moins de CO2 parce qu'il évite de nombreux poids lourds. Pour autant, on sait qu'aujourd'hui, ce sont des moteurs qui sont au gazole. Et je sais que VNF, Aropa, GRDF et nous allons, CIGF Mobilité, nous y mettre également pour travailler à ce que ces moteurs, qui sont un élément essentiel dans le cadre de la ZFE pour diminuer le nombre de camions et également les émissions de CO2, passent progressivement à des carburants alternatifs dont le GNV. On y travaille. Aujourd'hui, ce n'est pas un carburant qui est autorisé, mais on espère que bientôt, il sera au moins dans un stade d'expérimentation pour déboucher dans quelques temps sur une autorisation. Il y a du potentiel dans le fluvial, on le sait tous, mais ce fluvial, il va aller vers des carburants alternatifs. Il faut qu'il soit ce carburant alternatif, ce soit également le bio-GNV. Très bien. Alors, pour conclure, en fait, moi, ce que je retiens de cette conférence, c'est qu'il y a 2 sujets importants, il y a 2 leviers importants. Il y a l'accompagnement des métropoles dans la transition énergétique, et ça, on voit que sur Paris, ce n'est pas tout à fait bien pris en compte, parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas se leurrer. Les sociétés qui passent au gaz, ce sont des grosses sociétés de transport. Comme disait Imen, il faut avoir de la surface financière. On ne peut pas se permettre, voilà. Donc ça, c'est un premier sujet. Et puis un deuxième sujet, mais là, je vois un ami qui est dans la salle, avec qui on a travaillé il y a quelques années. C'est un gros chargeur, qui est un des 2 gros chargeurs qui a accompagné la transition énergétique vers le GNV et qui a accompagné ces transporteurs. Je ne sais pas si tu veux nous dire 2 mots. Je ne te cite pas, comme ça, si tu ne veux pas en dire 2 mots, je ne te présenterai pas. Est-ce que tu veux dire 2 mots, Thomas? Parce que ça aussi, c'est un sujet important. C'est en gros la position des chargeurs, l'accompagnement qu'ils font. Et c'est Casino et Carrefour Bonjour. ont été les 2 entreprises qui ont lancé le GNV en France. Donc, Thomas Horst, groupe Casino. Donc, effectivement, dans mon ancienne vie, même si je suis encore chez Casino, j'étais chez EasyDis, filiale logistique du groupe Casino. Et du coup, on a œuvré pour verdir notre flotte, donc au travers de nos transporteurs. Et effectivement, on les a accompagnés. Je pense que c'est important. Du coup, on les a accompagnés dans la durée et on leur a garanti du business sur des contrats assez longs, sur des contrats de 5 ans, pour globalement les aider à les soutenir financièrement et du coup de ne pas les abandonner au bout d'1 an ou 2 ans et de les laisser avec des investissements qui sont effectivement assez conséquents. Et du coup, autre chose aussi, c'est que on les a mis en relation avec des fournisseurs de gaz. Et du coup, en massifiant nos volumes, on était capable aussi de proposer à nos transporteurs des conditions de prix encore plus intéressantes. Et voilà, on était dans une relation un peu gagnant-gagnant, et ce qui nous a permis de développer de manière assez conséquente le GNV sur notre périmètre. Et tu veux dire quelque chose, Imen? Prends. Effectivement, en fait, il y a des clients qui accompagnent dans ce sens-là. Ça veut dire en contractualisant les prestations sur une durée qui est assez longue par rapport à l'investissement du véhicule, sur 5 ans. Ça, effectivement, et il y en a qui, par rapport au fait au prix du gaz, qui a des partenariats, et je trouve ça très... C'est un bon geste des clients éventuellement parce que comme je l'avais dit, répercuter le prix du véhicule sur le prix de vente du transport, c'est assez délicat, mais il y a un accompagnement et je remercie les clients qui me font avec la société FDE. Merci. Et donc pour remercier Thomas, parce qu'on ne s'était pas prévu du tout, d'abord je ne savais pas que tu serais là, mais est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais maintenant chez Casino parce que tu continues à travailler sur le gaz? Alors, changer de périmètre, on est plutôt sur du petit gabarit, des petits VUL. Donc là, je suis maintenant sur du e-commerce alimentaire, donc distribution au client final, pour Casino et Monoprix notamment. Et aujourd'hui, on a une flotte, alors pour le coup 100% gaz, 100% biogaz. On a à peu près 150 véhicules qui partent de Fleury-Mérogis pour livrer la région parisienne. Et on a lancé une nouvelle activité. Et quitte à lancer cette nouvelle activité, autant on s'est dit... on s'est mis au défi d'être le plus vert possible dès le démarrage de notre activité.
Et le biogaz s'est avéré comme étant la solution ultime pour nous, pour plusieurs sujets. Environnemental, bien sûr, quand on raisonne du puits à la roue. En termes d'exploitabilité, parce que du coup, on a des véhicules qui tournent 7 jours sur 7, quasiment 20 heures sur 24, en double tour. Et l'électrique, déjà n'existait pas, bien plus cher, mais surtout ne permettait pas de se ravitailler entre 2 tours. Et le GNV apporte aussi d'autonomie assez intéressante, puisqu'aujourd'hui, on arrive à faire 250 km avec nos véhicules. Donc voilà, le bio-GNV s'avérait comme la solution ultime pour notre activité et en étant le plus vert possible dès le premier kilomètre. Merci Thomas pour cette conclusion en fait, qui nous intéresse tous. Merci Cécile, merci Mourad, merci Imen, merci Jean-Michel, et puis à très bientôt. Merci à vous.